Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce trésor au Bénin. Voici le sommaire. Dans le nord du Bénin, l'harmattan souffle cette année d'une manière inhabituelle. Moins de froid, une poussière moins dense et des températures plus clémentes. Tout ceci soulève bien d'interrogations environnementales entre inquiétudes locales et explications scientifiques. Reportage à suivre dans un instant. Ensuite, la communauté internationale célèbre ce mercredi 4 février la journée mondiale contre le cancer. L'édition 2026 est placée sous le thème Uni par l'unique retenu dans le cadre d'une campagne triennale 2025-2027 au Bénin. Où en sommes-nous dans le dépistage précoce et la prévention des cancers dans ce trésor au Bénin? Je serai avec Cosme Toumé, le chef service planification, surveillance épidémiologique et recherche au programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Ensuite, et pour finir, dans le 13e arrondissement de Cotonou, l'ONG Bénin Ville Propre et ses partenaires apportent une solution durable à la question d'hygiène publique avec une toilette moderne. Le joyau est en phase de finition et va bientôt être accessible aux populations. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez en parle environnement. À Parakou, dans le nord du Bénin, l'harmattan souffle cette année d'une manière inhabituelle. Moins de froid, une poussière moins dense et des températures plus clémentes. Au-delà du simple ressenti, ce changement a aussi des répercussions économiques et soulève des interrogations environnementales. Entre inquiétudes locales et explications scientifiques, notre équipe est allée à la rencontre des habitants, des commerçants et des spécialistes pour comprendre cette saison d'harmattan, pas comme les autres. Ulrich Chabalo, Socrate Adam Todé. Si, à Parakou, dans le nord du Bénin, la saison d'harmattan est bien là, mais elle ne ressemble plus à celle d'autrefois, habituellement marquée par un froid sec et une poussière dense. Ce vent saharien surprend cette année par sa douceur inhabituelle. Dans les rues de la ville, les habitants s'interrogent. Franchement, cette année, c'est une année particulière, puisque l'harmattan devrait sortir depuis début octobre, qu'on devait commencer par sentir l'harmattan, mais force est de constater que rien n'est fait, rien n'a été constaté depuis ce temps-là. Ça nous a paru un peu bizarre. Un ressenti partagé par de nombreux riverains. La situation a même bouleversé les habitudes économiques locales. Moins de froid, moins de besoins en vêtements chauds. Les commerçants de pullovers évoquent une saison atypique avec des ventes en net recul. Cette année, il n'y a pas l'harmattan. Tu tout parles, il n'y a pas l'harmattan. Surtout nous qui vendons des pullovers là, on a eu chaud cette année. Les marchandises ne sont pas sorties. Normalement, à partir déjà de fin novembre, début décembre, on commence par vendre les pulls et autres. Mais on constate qu'avec la chaleur, là, si on amène, ça ne pourra vraiment pas sortir. Donc, je ne me suis vraiment pas intéressée à cela. Ce changement est-il passager ou révèle-t-il un phénomène plus profond? Pour les spécialistes de l'environnement, plusieurs facteurs sont en jeu. Il y a le phénomène de El Niño qui serait à la base donc de cet harmattan qui n'est pas présent aujourd'hui. Et ce phénomène, ce n'est rien d'autre que le réchauffement des eaux du Pacifique équatorial qui a un impact sur le rafraîchissement des eaux au niveau mondial. Et également empêche donc le vent sec du Sahara de souffler avec la poussière au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi poussé par l'impact des changements climatiques qui affectent donc ce phénomène de non-observation de l'harmattan. Entre variabilité naturelle du climat et effet du réchauffement global, l'harmattan de Parakou semble entrer dans une nouvelle phase. Les experts appellent à une action concertée, mêlant sensibilisation, politique environnementale et adaptation locale. La communauté internationale célèbre ce mercredi 4 février la journée mondiale contre le cancer. Cette journée vise à sensibiliser la population aux facteurs de risque et à encourager le dépistage précoce et la prévention, à soutenir les initiatives mondiales visant à réduire le fardeau de la maladie. L'édition 2026 est placée sous le thème Uni par l'unique, justement le thème retenu dans le cadre d'une campagne triennale 2025-2027, une campagne
campagne qui souligne que chaque parcours face au cancer est unique, tout en encourageant l'unité pour la promotion des soins et réduire les inégalités. Avec Oulette Sanoussi, on vous propose un récit sur cette journée que je vous invite à suivre. La journée mondiale contre le cancer, initiée il y a 26 ans, est célébrée le 4 février de chaque année. Elle est consacrée à la prévention, la détection, la lutte contre la stigmatisation et le traitement du cancer sous toutes ses formes. Cette journée est un événement annuel lancé par l'Union internationale contre le cancer UICC en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé OMS qui invite les citoyens, les organisations et les institutions gouvernementales du monde entier à unir leurs efforts pour lutter contre l'épidémie mondiale du cancer. Cette année, le thème de la journée est « Unis par l'unique ». Il souligne le rôle crucial des soins personnalisés et centrés sur le patient dans la lutte contre le cancer. Il met en lumière l'importance d'adapter les traitements anticancéreux aux besoins spécifiques de chaque personne. On attribue la hausse rapide de la charge de cancer aux profonds changements liés au mode de vie, comme l'alimentation malsaine, le tabagisme, le manque d'activité physique, l'exposition aux risques environnementaux. En fait, 40% des cancers sont potentiellement évitables, 40% peuvent être traités et 20% traités à des fins palliatives. Au Bénin, la journée est marquée par d'intenses campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuits portées par le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et des ONG. L'accent est mis sur la prévention, notamment pour les cancers du col de l'utérus et du sein, qui représentent près de 50% des cas chez les femmes. Par ailleurs, l'OMS et ses partenaires œuvrent à renforcer la capacité des pays à dépister et à prendre en charge les cancers de manière précoce en mettant l'accent sur les domaines prioritaires au niveau régional que sont la prévention du cancer et la lutte contre la maladie. La Journée mondiale contre le cancer nous rappelle chaque année qu'il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre les cancers. À la suite de ce récit de Oulette Sanoussi et sur le même sujet, je suis avec justement M. Cosme Toumé. Il est le chef service planification, surveillance épidémiologique et recherche au programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. M. Toumé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette édition pour aborder ce sujet relatif au cancer. Okay, merci. Dites-nous justement, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'état des lieux des cancers au Bénin? En matière d'état de lieu, le cancer au Bénin, d'abord, il faut définir ce que c'est que le cancer. Il faut dire que le cancer, c'est une multiplication anarchique incontrôlée des cellules pouvant même atteindre les organes. C'est ça. Épidémiologiquement, au Bénin, nous estimons à 15 000 personnes vivant avec le cancer. À la date d'aujourd'hui? À la date d'aujourd'hui. Tout type de cancer? Tout type de cancer. 15 000? 15 000. Alors, pour la taille de notre population, diriez-vous que nous sommes dans la ligne rouge? Nous sommes dans la ligne rouge. Nous sommes dans la ligne rouge. 15 000 personnes vivant avec le cancer, dont 7 500 nouveaux cas et 5 000 décès par an. Maintenant, quand on prend les deux sexes, hommes et femmes, on estime à 4 000 au niveau des femmes et 3 000 au niveau des hommes. Ça veut dire que la situation est vraiment préoccupante. Elle est préoccupante en ce sens que nos populations ne sont pas encore informées de la réalité de cette maladie. Et pour atteindre cet objectif, il faut quand même amener les femmes et les hommes à avoir des comportements sains dans la société. Déjà, avec les chiffres que vous évoquez et qui font vraiment froid dans le dos, alors quels sont les cancers les plus fréquents? Les cancers les plus fréquents identifiés au Bénin, d'abord au niveau des femmes, nous avons le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein,
et le cancer du foie. Et puis au niveau des hommes, le cancer de la prostate, le cancer colorectal et le cancer du foie également. Alors, chose inhabituelle, c'est que ces dernières semaines, nous avons identifié des cas de cancer chez des enfants, Oui, des mineurs. des mineurs. Également, nous estimons aussi au niveau du Bénin à 500 cas de cancer au niveau des mineurs, au niveau des enfants. C'est pourquoi d'ailleurs l'initiative du ministère de la Santé a été de mettre sur pied un hôpital pédiatrique oncologique qui est déjà disponible, fonctionnel à Porto-Novo. Pour s'occuper de ces cas-là. Pour s'occuper de ces cas-là. Et 20% de ces cas, des 500 nouveaux cas, atteignent la guérison. Pourquoi? Parce que ces 20%-là viennent tôt à l'hôpital. Les autres cas qui viennent de façon tardive, il y a de complications, il y a du mal, chance vraiment à recourir à la santé. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment l'assurance que du côté du gouvernement, on a pris à cœur cette question de cancer au Bénin avec les chiffres que vous évoquez là? Ça a été une préoccupation majeure au niveau des décideurs. Le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, a initié beaucoup de choses. Le ministère de la Santé a pris à bras le corps cette lutte. C'est ce qui a même favorisé l'avènement avec le soutien du gouvernement. La dotation de nos hôpitaux, c'est-à-dire les sites prioritaires qui prennent en charge le cancer, à l'aide d'autant de matériel spécifique qu'il faut. Et avec l'avènement du CHIC, qui est aujourd'hui doté de la radiothérapie qui n'existait pas, ça permettra de procéder à une prise en charge efficace. Au Bénin et une chirurgie plus moderne et plus efficace. D'accord. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste, mais selon certains observateurs, la solution serait dans la prévention. Alors, dans ce cas, quelles sont les stratégies de lutte, justement, et quels sont les résultats qu'on peut déjà évoquer? La stratégie de lutte aujourd'hui au ministère de la Santé se repose essentiellement sur la sensibilisation. Aller informer nos populations, nos parents qui sont dans les coins les plus reculés, même en ville, de ce que c'est que le cancer. Et le pilier le plus important pour nous au niveau même du ministère de la Santé, par ricochet, le programme national de lutte contre les maladies transmissibles, c'est la sensibilisation. La sensibilisation à travers la formule magique que le ministère de la Santé a mis sur pied, qui est le 005 33P. 0 tabac, 0 alcool, 5% de fruits et légumes par jour, 30 minutes d'activité physique et 3P qui signifie alimentation peu grasse, peu sucrée et peu salée. À travers cette formule, qui est une formule magique qui permettra à la population de vivre sainement, et vraiment d'être à l'abri du cancer. Et donc, à travers cette formule, il faut sensibiliser nos populations à l'effet de ne plus consommer du tabac. De ne plus consommer de l'alcool. Alors, et puis avoir une activité physique de 30 minutes par jour. Voilà, et puis consommer des fruits aussi. Voilà. Manger moins gras, moins sucré, et tout ça. Voilà. Et vous pensez que c'est difficile pour nos concitoyens de respecter ces formules-là? C'est pas difficile. D'autant plus que nous-mêmes, qui sommes au programme national de nous l'adoptons à la maison.
nous l'adoptons et nous ressentons les bienfaits de cette formule. Quand vous buvez, si on vous dit de prendre de l'eau, uniquement que de l'eau dans la journée, c'est pas difficile. C'est vrai. Si on vous dit, après le travail, mettez-vous en short pour marcher, faire 30 minutes dans le quartier et revenir à la maison, c'est pas difficile. Évitez beaucoup de sel dans la sauce, c'est pas difficile ça. Donc je pense que la conscience doit être prise au niveau de la population pour réguler cette maladie-là. En tout cas, on ne le dira jamais assez, justement, encore que à l'occasion de cette journée, c'est le moment de descendre encore sur le terrain. Je suppose qu'au niveau du programme, vous avez des activités dans ce sens. Oui, tout à fait. Nous avons beaucoup d'activités dans ce sens-là. Je suis là pour informer la population. Informer la population. C'est ça même le credo du coordonnateur qui insiste là-dessus. On va rappeler pour finir cette formule parce qu'elle est très importante en tout cas, il faut le dire. Monsieur Cosme Toumé, zéro tabac, zéro alcool, 30 minutes de sport par jour, prendre beaucoup d'eau, faire le sport et puis consommer des fruits. Des fruits. D'accord. On va rappeler ça chaque fois à nos concitoyens. Merci à vous, Monsieur Cosme Toumé. Vous êtes le chef de service planification, surveillance épidémiologique et recherche au programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Restez avec nous pour la suite de cette édition. On parle hygiène, améliorer l'hygiène publique et offrir des solutions durables aux populations du 13e arrondissement de Cotonou. C'est l'un des défis majeurs de l'ONG Béninville Propre et ses partenaires. Un joyau construit qui est en phase de finition va bientôt être accessible aux populations. C'est le fruit de gros efforts de salubrité menés grâce à un challenge qui a mis en compétition les 13 arrondissements de la ville de Cotonou. Tidi Goudalo pour les détails. Ce modèle de toilette publique implanté ici dans le 13e arrondissement de Cotonou est l'aboutissement d'un travail rigoureux en matière de salubrité. Il constitue la récompense du challenge d'assainissement initié par l'ONG Béninville Propre, une compétition qui a mis aux prises les 13 arrondissements de la ville de Cotonou autour des bonnes pratiques d'hygiène et de propreté urbaine. Nous avons eu le premier prix qui nous donne ce joyau que vous avez vu derrière nous, qui n'est pas encore terminé. Et ils sont en phase de la finition. On a fait Ouida Ville Propre, on a fait Cotonou Ville Propre, on vient de finir Calavi Ville Propre. Et Cotonou, c'était vraiment une grande expérience et nous remercions le maire Luc Antropo et nous remercions vraiment tous les participants, les CIA qui ont participé énormément à ce concours et le gouvernement, semblait le ministère de Cadre et semblait la SGDS et tous les partenaires qui nous accompagnent modernement avec le financement, l'accompagnement même moral et physique, nous avons vraiment soutenu pour qu'on puisse aller très fort. L'objectif est clair, offrir aux populations une infrastructure d'hygiène accessible, attrayante, fonctionnelle et adaptée aux besoins du milieu. Selon le responsable du projet, l'inauguration officielle de cette toilette publique est imminente, signe de l'aboutissement d'un processus conduit avec méthode. Ce joyau que vous voyez actuellement derrière nous, ça a été financé par de gros partenaires qu'on appelle la SIAB et Batimat et tout le reste des partenaires aussi qui ont participé. Et le gouvernement a des bons plans, de bonnes initiatives. Nous n'allons pas nous rester à marge. Que ce soit citoyen béninois, n'importe qui n'est pas dans le gouvernement peut avoir cette initiative que l'État peut l'accompagner. Ensuite, c'est ça que nous avons mis ça en place. Donc, on peut dire le gouvernement, la mairie de Cotonou, l'ONG apporte l'initiative et les partenaires financent. À travers la mise en service de cette toilette publique, l'ONG Béninville Propre, en collaboration avec ses partenaires, entend lutter efficacement contre les pratiques d'aisance à l'air libre et améliorer durablement l'hygiène publique dans le 13e arrondissement de Cotonou au bénéfice du cadre de vie des populations. Et pour rappel, ce constat de Tidi Goudalo sur les toilettes publiques que vous venez de suivre vient apporter des précisions et clarifications avec les responsables du projet suite au précédent reportage diffusé il y a quelques jours dans nos éditions.
Cette édition se poursuit, lancement officiel de la vision Bénin 2060 à la FIA. C'était ce mardi 3 février à Cotonou. C'est un document stratégique qui projette le développement du Bénin sur les 35 prochaines années. Le compte rendu de la cérémonie dans ce reportage. Le Bénin ne se contente plus de gérer l'immédiat. Il dessine son destin. Son nom de code, Vision Bénin 2060 à la FIA. Plus qu'un document de planification, c'est une promesse de splendeur et de résilience faite aux générations futures. En adoptant la vision Bénin 2060 à la FIA, notre pays franchit une étape décisive vers l'idéal qu'il nourrit depuis plusieurs décennies dans son imaginaire collectif. Le Bénin affirme avec clarté et détermination sa volonté de bâtir son développement dans la durée. Fruit de consultations nationales approfondies, cette vision est le rempart contre l'instabilité des choix politiques. Désormais, chaque réforme, chaque brique posée devra s'aligner sur cette boussole prospective pour garantir une réelle indépendance au moment du centenaire de la nation. Cette vision qui devient désormais notre boussole commune sur les 35 prochaines années. Elle n'est pas un simple document. Elle est un serment, un engagement, un cap. Elle affirme avec clarté qu'à l'horizon 2060, le Bénin sera un pays de paix, de prospérité partagée, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être pour tous. Cet enthousiasme est partagé par les partenaires internationaux. Aminatou Sarr, au nom du système des Nations Unies, salue une audace nécessaire. Le Bénin s'inscrit ainsi fièrement dans le concert des nations avec un agenda en phase avec les défis globaux. Et pour le chef de l'État, gouverner, c'est avant tout préparer l'avenir. Il appelle à une appropriation nationale des bancs de nos écoles au bureau de l'administration. La vision 2060 doit devenir le langage commun des Béninois. Par cette vision, le Bénin fait le choix de conjuguer souveraineté et ouverture, enracinement et rayonnement, identité et universalité. Mesdames et messieurs, pour qu'elle produise tous les effets attendus, cette vision doit vivre. Elle doit être portée dans les écoles, collèges et universités pour former des citoyens conscients, exigeants et responsables. Dans les villages et les villes, afin que chaque communauté s'en inspire et la traduise en initiatives concrètes. Et sur le même sujet, au thème de la cérémonie, nos équipes ont recueilli les impressions de plusieurs personnalités. Dans l'ensemble, ceux qui ont bien voulu se confier à nos micros sont sidérés par la force de cette vision prospective. Ils saluent cette ambition de Patrice Talon qui va au-delà d'un régime ou d'un système politique. On les écoute. Beaucoup de joie de voir le parcours historique de notre pays depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, les bons gigantesques que nous avions faits, mais c'est surtout cette projection futuriste que nous avions partagée et qui a créé beaucoup de clameurs, de joie dans la salle et au niveau de toute l'assistance, mais surtout une joie teintée de beaucoup de fierté. Je peux dire aujourd'hui qu'en sortant de cette salle, je suis plus que jamais fier d'être béninois. La vision est participative et autant que nous sommes, ne pouvons qu'être embarqués par ce qui a été présenté. Il faut vivre aujourd'hui, mais il faut penser à demain. Et le chef d'État travaille comme s'il était encore au début de son mandat et il vient de nous apporter la preuve de ce travail. Il vient de nous rappeler, s'il en était encore question, il vient de nous rappeler que nous devons vivre aujourd'hui, mais que nous devons penser à la génération future. Aucun pays, aucune nation ne peut évoluer, se développer sans une vision. Et c'est ce que le gouvernement du Bénin vient de faire aujourd'hui. Bénin à l'horizon 2060, où tous les secteurs ont été touchés.
tous les départements pratiquement ont été touchés. Et Bénin, à l'horizon 2060, devient un pays prospère, un pays de paix, de vitalité, de bonheur, de sérénité. Et je suis fier. Alors le PNUD a été un des partenaires qui a accompagné la formulation de la vision. On était très contents de voir le volet participatif du développement de la vision en tant que partenaire de développement. On est content que la vision soit basée sur une société inclusive, construite sur la résilience aussi, avec une vision à long terme qui appelle l'engagement de chacun, tous les secteurs de la société. Donc on restera un partenaire pour le gouvernement dans la mise en œuvre de la vision. Le Conseil des activités éducatives du Bénin, CAEB de Nati Tengou, est devenu depuis peu l'un des pôles d'attraction des élèves étudiants et même des riverains de ce centre. Une dynamique devenue récurrente depuis l'érection d'un nouveau bâtiment entièrement équipé de documents de dernière génération et d'une connexion Wi-Fi à haut débit. Chaque mercredi après-midi et les samedis, plusieurs apprenants à la quête du savoir s'y rendent pour profiter des ouvrages scolaires. Voici les images. Grande affluence ce mercredi après-midi à la bibliothèque du CAEB de Nati Tengou. De jeunes apprenants venus des lycées et collèges de la place prennent d'assaut ce centre de recherche documentaire. Dans le portail, de petits groupes tête baissée autour d'un smartphone s'activent. À l'intérieur, certains feuillettent des ouvrages scolaires pendant que d'autres travaillent sur des ordinateurs. C'est la nouvelle donne ici depuis que ce centre s'est doté d'une connexion Wi-Fi à haut débit. Je suis venue ce soir au CAEB pour traiter quelques exercices de groupe avec mes camarades et faire quelques recherches via notre téléphone. Au-delà de la couche scolaire, des étudiants de l'école normale supérieure ENS de Nati Tengou font également partie des abonnés du CAEB. Bon, au CAEB ici à Nati, c'est un endroit qui est réservé aux élèves et aux étudiants à cause de la bibliothèque qui est là. Devenu depuis peu l'un des pôles d'attraction de la couche juvénile grâce à sa connexion Wi-Fi, le CAEB accueille, même au-delà des heures officielles d'ouverture, des riverains qui viennent profiter de la connexion pour leurs besoins numériques. Toute la population de Nati Tengou vient connecter gratuitement et ça les aide, surtout nous qui n'avons pas beaucoup de moyens. Pour rejoindre nos frères qui sont à l'extérieur, tu viens, tu peux communiquer gratuitement. Notre Wi-Fi est ouvert au public de manière gratuite. Le mot de passe est là. Avec sa nouvelle bâtisse moderne, dotée d'une documentation de dernière génération et d'une connexion Internet performante, le CAEB connaît depuis peu une augmentation exponentielle de son taux de fréquentation. De jour en jour, notre taux de fréquentation s'accroît. Vous avez vu ce nouveau joyau gratuitement offert par notre partenaire privilégié, la Fondation Vallée, qui accompagne le CAEB dans cette mission avec une connexion extra rapide et gratuite bien sûr. Les élèves sont nombreux à venir se cultiver. Après une période de travail et de recherche, nos jeunes visiteurs peuvent conclure leur soirée en apothéose en profitant de ce spectacle dans un cadre à la fois convivial et enrichissant. Et pour finir cette édition, religion à présent, malgré les efforts d'unification engagés au Saint-Siège du christianisme céleste sous l'égide du Conseil supérieur de transition, CST, de nouvelles secousses viennent troubler la quiétude de la communauté. Il s'agit notamment de la démission d'un éminent membre du Conseil supérieur de transition, de la révocation du chef du diocèse de la Côte d'Ivoire, des situations sur lesquelles le Saint-Siège de Porte-Novo s'est prononcé à travers un point de presse. Suivez ici la déclaration lue par le vénérable suprême évangéliste Prosper Daguedeno. Prenant connaissance des récents développements de l'actualité au sein de l'Église, particulièrement d'une part, la révocation du chef du diocèse de la République de Côte d'Ivoire par le révérend Emmanuel Mobina Friday Oshofa, d'autre part, la démission du vénérable seigneur évangéliste Ola Tosho Mathieu Oshofa du Conseil supérieur de transition, le Saint-Siège Porte-Novo confirme
sa décision portant approbation des résultats des États généraux tenus en décembre 2024 est destinée à l'unification de toutes les tendances de l'Église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Se rappelant les engagements pris le 26 avril 2025 devant le président de la République et surtout préoccupé par l'unité de l'Église, le Saint-Siège Porte-Nouveau invite toutes les parties concernées à privilégier l'intérêt de l'Église en faisant preuve de retenue afin de rechercher les solutions adéquates à toute difficulté susceptible de compromettre le processus de réconciliation. Le Saint-Siège Porte-Nouveau encourage les protagonistes au dialogue fraternel et à la recherche de solutions consensuelles en vue de préserver l'unité et la concorde au sein de l'Église. Il réaffirme sa disponibilité à accompagner spirituellement le processus d'unification de l'Église conduit par le Conseil supérieur de transition. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée, juste après votre émission. L'info continue. Portez-vous bien, à très bientôt.